police. No, they'll kill him if you call the police. Je n'avais jamais enquêté sur un braquage de banque comme celui-là. Elle était prête à faire tout ce qu'il voulait pour sauver son mari. Les lieux de crime se multipliaient. Chattanooga, Knoxville. Des gens allaient mourir. C'était loin d'être fini. Les unités d'élite du FBI mènent des chasses à l'homme trépidantes, font des descentes tactiques intenses et mènent des traques très risquées. Elles sont investies d'une grande mission: traquer les criminels les plus recherchés des États-Unis. Des agents risquent leur vie à tout instant pour sauver la vôtre. Ils sont chargés de faire respecter la loi à tout prix. Voici FBI à l'assaut. All right, that's enough. It's time for bed. Enough. La journée a été longue pour la directrice de banque Heather Stevens. I need you to really go to sleep, okay? Mais après avoir mis sa fille de 7 ans au lit, elle pourra enfin relaxer en compagnie de son mari, Lyle. Enfin, elle l'espère. Well, how was she? She did not want to go to sleep. Vers 21h, on a frappé à la porte. Et son mari est allé répondre. Dès qu'il a ouvert la porte, 2 hommes se sont engouffrés dans la maison, armes au poing, le visage caché sous un bas nylon. En quelques secondes, Heather et Lyle ont une tête d'oreiller sur la tête. Leurs mains et leurs chevilles sont enchaînées. Et les intrus ont le champ libre pour aboyer leurs ordres sordides. You work at a bank, right? Yes. L'un d'eux a dit « On veut avoir tout l'argent de la banque Tell me exactly what you're going En gros, ils lui ont dit qu'elle devrait aller à sa banque le lendemain matin et en retirer tous les fonds. Sinon, son mari serait tué par une bombe. Better not get this wrong. I'm gonna show you how to disarm it. You don't pay attention, it's gonna be a bad day for your husband. Ils lui ont montré certaines pièces d'un engin explosif qu'il voulait attacher au corps de son mari. Toute la nuit, Heather est forcée à répéter le plan sans relâche. And then I'm going to empty the money from this dealer's. Le chef de la bande n'arrêtait pas de parler. Il leur disait comment ils devaient réagir et comment le braquage devait se dérouler dans les moindres détails. And the vaults. Yes. Par-dessus tout, il leur rappelle constamment que si Heather ne rapporte pas le butin avant 9h du matin, son mari mourra. Don't touch her. Huh? Get up. Honey, what are you okay? Tandis que leur fillette de 7 ans dort paisiblement à l'étage, Heather et Lyle passent la plus longue nuit de leur vie. Et peut-être la dernière. Peu avant le lever du soleil, Lyle est traîné hors de la maison. Heather avait compris que Lyle serait emmené dans un endroit secret et que dès que l'argent serait livré, il lui dirait où Lyle se trouvait pour qu'elle puisse le sauver. Elle devait être en état de panique et terriblement effrayée, car elle aimait vraiment son mari. Shut up! Vers 7h30 le lendemain matin, Heather doit affronter une nouvelle terreur. Sa fille descendra bientôt habillée pour l'école et le chef de la bande refuse de se cacher. What are we gonna tell her? Il lui a répondu « Dis-lui qu'un ami qui habite loin d'ici t'a rendu visite. Put this hat on. Je resterai assis sur cette chaise avec ma casquette et une couverture pour couvrir mon arme.
Ensuite, il fait signe à Heather d'aller chercher sa fille. Come on, we're gonna be late. La petite est arrivée et a tenté de lui parler. Mommy, who's that? He's a friend of Daddy's. He stopped by last night. Do you want to be my new friend? Il n'a pas voulu lui parler, ce qui l'a un peu fâché. Hey, that my milk box. You know what? It's Heather emmène rapidement sa fille. school now. Elle doit la reconduire à l'école avant d'aller à la banque. Elle était très contente qu'on lui permette d'emmener sa fille. Mais elle était quand même terrorisée. Tandis que Heather se rend à son travail, une voix lui rappelle le plan du braquage et le fait que les ravisseurs de Lyle peuvent entendre chacune de ses paroles. C'était un émetteur-récepteur portatif bidirectionnel qui devait rester allumé à tout moment. Il pouvait entendre toutes ses conversations à la banque. Il l'entendait même respirer. Après sa nuit tourmentée, Heather est persuadée que les deux hommes surveillent ses moindres mouvements. I'm almost there. À son arrivée à la banque, tous ses collègues ont compris la gravité de la situation en lisant la peur sur son visage. I'll call the police. No, they'll kill him if you call the police. Let me empty the drawers. Elle a donné des détails très sommaires aux autres employés de la banque. In the back. The vault. Elle leur a dit qu'elle devait prendre assez d'argent pour remplir le sac qu'il lui avait fourni et qu'elle devait leur obéir, sinon il tuerait son mari. Elle a ajouté « On préviendra les autorités quand mon mari aura été relâché. » Should we call the cops? No, please, God, no, don't call anyone until I know that he's safe. Please, don't call. Naturellement, ses collègues étaient choqués et alarmés, mais ils ont coopéré entièrement. Les ravisseurs lui avaient ordonné de se rendre à environ 2 coins de rue de la banque, puis d'abandonner son véhicule. L'aire de dépôt est un terrain de stationnement vide. Elle devait laisser les clés dans la voiture, puis se diriger vers une cabine téléphonique située près d'un restaurant local et attendre l'appel des criminels. Il était environ 8h37 quand elle l'a atteinte. À 9h, on devait l'appeler pour lui annoncer que son mari se portait bien. Elle a attendu, mais le téléphone n'a jamais sonné. À 9h05, elle a compris qu'elle ne recevrait jamais l'appel. Persuadée que son mari est déjà mort, Heather retourne à la banque en courant. À ce moment-là, ils ont prévenu les autorités. 911, what's your emergency? I'm here with one of my coworkers. She said 2 men kidnapped her family last night and forced her to rob the bank we work at. She robbed the bank? Yes, they have her husband and they said they would kill him. They were supposed to call and let us know where he is, but they haven't called. We have units on the way. Stay on the line with me. Et elles ont renvoyé l'affaire au bureau du FBI à Knoxville. Depuis l'époque turbulente de John Dillinger, les enquêtes sur les braquages de banques sont confiées au FBI. Notre superviseur a demandé à Ralph Perigo et quelques autres agents de courir à la banque. Moi, je me suis rendu à la résidence du couple. On ignorait ce qui nous attendait à l'intérieur. En fait, c'était assez effrayant. À l'arrière de la maison, on a trouvé le mari. Bâillonné et ligoté à son lit, Lyle est encore vivant. Des chaînes étaient enroulées autour de ses chevilles. Il respirait difficilement jusqu'à ce que j'arrache le ruban adhésif qui lui couvrait la bouche. L'agent Crom a été entraîné à la neutralisation des explosifs. Mais pourra-t-il désamorcer la bombe à temps?
S'il fait la moindre erreur, les 3 hommes seront morts. Depuis 12 heures, Lyle Stevens est attaché à une bombe. Terrifié, il est persuadé qu'il va bientôt mourir. Des ravisseurs sadiques ont forcé sa femme à braquer une banque pour le sauver, avant de disparaître avec leur butin. À présent, l'agent du FBI, Philip Crum, doit risquer sa propre vie pour l'arracher à la mort. J'ai été bien entraîné à la neutralisation des explosifs. Malgré tout, le désamorçage d'un engin explosif est un travail délicat. Le moindre faux mouvement expédiera les 3 hommes droit au cimetière. L'œil exercé de Crum a vite fait d'analyser l'engin. J'ai tout de suite vu qu'il s'agissait de fusées éclairantes. Il n'y avait aucun matériel explosif. La terrible épreuve de Lyle Stevens est terminée. Après l'avoir rassuré au sujet de sa femme et de sa fille, les agents du FBI interrogent la victime. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. J'ai besoin d'une cigarette. Lyle raconte leur horrible nuit avec 2 intrus masqués, tandis que l'agent Crum cherche à obtenir plus de détails. Il nous les a décrits, 2 hommes pas trop costauds, mais imposants. Il avait eu une seule conversation avec celui qui était clairement le meneur. Il nous a dit que cet homme parlait avec l'accent du Nord-Est. Selon Lyle, les gens prononcent le mot partenaire en mettant l'accent sur le premier R. Mais cet homme disait partenaire, comme les gens du Nord-Est des États-Unis. Lyle révèle aussi que le meneur parlait sans cesse, surtout à propos de la pêche. Lyle Stevens avait un poisson empaillé accroché au mur. Le type lui a demandé s'il aimait pêcher. Lyle a répondu oui et a parlé du type de poisson qu'il pêchait. Le criminel a commencé à se vanter d'être un excellent pêcheur et il lui a raconté qu'il avait une très grande expérience de la pêche au brochet de mer. On ne peut le pêcher que dans les eaux côtières de la Floride. L'individu semblait connaître la Floride et il y avait sans doute séjourné. J'ai pensé, il habite peut-être là-bas. On devrait le chercher dans ce coin-là. Encouragé, l'agent Crum continue d'interroger Lyle Stevens. Le bandit était nerveux. Il devait avoir un ulcère à l'estomac parce que, selon Lyle, il buvait sans cesse du lait. Ce détail m'a frappé. Lyle leur explique qu'il n'a jamais quitté le jardin. Un des hommes l'y a tenu en respect avec son arme, jusqu'à ce que Heather s'en aille le lendemain matin. De l'autre côté de la ville, l'agent Ralph Perigo interroge Heather à la banque. Son récit concorde avec celui de son mari, dans tous ses sordides détails. Le plus jeune criminel était le seul à parler. Selon elle, son complice était resté muet. Il n'avait pas dit un mot. Pendant la nuit, l'autre lui a demandé combien d'argent il y avait à la banque. Elle a répondu environ 350 000 $. En fait, ils n'ont obtenu que 330 000 $. De plus, l'individu lui a mentionné qu'il avait un ulcère et qu'il devait boire beaucoup de lait. Son complice n'a jamais ouvert la bouche. Tandis que l'agent Perigo interroge les employés de la banque, une équipe médico-légale du FBI passe la maison des Stevens au peigne fin. Hey John, you get anything down here? Nothing worth lifting. On espérait au moins relever des empreintes, mais il n'y avait aucune empreinte utilisable. Manifestement, il les avait essuyées ou il portait des gants. En fait, il n'y avait aucune preuve physique. Pas de traces des armes ou des masques en bas nylon. Rien. Il n'avait laissé aucune trace pour nous aiguiller. L'opération avait visiblement été montée par des pros. Ce braquage de banque était très différent des autres et par conséquent, le FBI ressentait une certaine appréhension. La plupart des vols de banque rapportent moins de 5 000 $. Mais ces 2 hommes en ont empoché plus de 300 000. Ils sont très bien organisés. Sans piste et sans indice,
Les agents du FBI épluchent leur dossier à la recherche d'affaires similaires. J'ai été un peu surpris d'apprendre qu'il y avait eu très peu de cas d'extorsion de ce genre dans tous les États-Unis. L'un de ces cas est presque identique à celui des Stevens. Un groupe d'individus ou de frères incarcérés dans la prison de Walpole, au Massachusetts, avait mené un braquage de ce genre à la Nouvelle-Orléans 18 ans plus tôt. De plus, on a appris qu'un de ces hommes venait d'être libéré le 4 septembre 1995. Cette piste est-elle trop belle pour être solide? À cause de l'accent du Nord-Est, on croyait bien avoir trouvé nos hommes. Mais la piste a fini en queue de poisson. Le suspect était avec son agent de libération conditionnelle le jour du braquage, le 5 septembre. Il était hors du coup et on retournait à la case départ. On n'avait rien. Selon le FBI, le danger est bien réel. Une équipe aussi bien organisée ne se contentera pas d'un seul braquage. Ce scénario allait se répéter. Cette prédiction se réalisera 6 mois plus tard à Chattanooga, à 184 km de Knoxville. Like a plot out of the movie, the armed robbers held the family until this morning, when they took Mrs. Bailey and her son to get into the bank. FBI and Catoosa County Sheriff's investigators searched the Bailey home looking for clues. News of the abduction has horrified family members and neighbors. Cette fois, tout a commencé lorsque Teresa Bailey, une directrice de banque, a voulu trouver un foyer pour une portée de chiots. Il s'est approché de la résidence et s'est informé au sujet des chiots. Puis, il lui a dit qu'il communiquerait avec elle. Lorsque l'acheteur potentiel téléphone, il déclare qu'il passera prendre son chiot le soir suivant. Ils ont frappé à la porte. Puis, ils sont entrés de force en disant à Madame Bailey, « Le chiot ne nous intéresse pas, on veut l'argent de la banque. » Ligotée et terrifiée, Teresa appréhende le retour de son mari et de son fils à la maison. Welcome. Ils ont ligoté tous les membres de la famille Bailey, le mari, l'épouse et le petit garçon. Le scénario de Knoxville se répète. Des criminels sadiques terrorisent une famille dans son propre foyer. Le suspect numéro 1 lui parlait sans arrêt. Il répétait toujours les mêmes instructions. Et il lui a dit que si elle n'obéissait pas, sa famille serait tuée. Mais le FBI réalise que cette nouvelle intrusion ne reflète pas celle qui avait eu lieu 6 mois auparavant. Le meneur n'était pas masqué. Elle avait vu son visage. Une fois séparée de sa famille, la terrible épreuve de Teresa Bailey empire. Le chef a traîné Teresa dans sa chambre. L'instigateur lui annonce que la survie de son mari dépend d'elle. Il lui a dit que si elle résistait, il ferait sauter la bombe attachée à son mari. Puis, l'homme se met à l'agresser sexuellement. Il s'arrête en entendant l'enfant hurler dans la pièce voisine. L'agression a peut-être pris fin, mais Teresa passera le reste de la nuit à s'inquiéter sur le sort de sa famille, comme Heather Stevens l'avait fait. Le lendemain, avant qu'elle ne parte avec son fils, l'instigateur du crime lui donne un émetteur-récepteur portatif, en lui rappelant que son mari mourra si elle échoue.
Elle devait le déposer dans la voiture pour qu'il puisse communiquer avec elle et lui donner ses instructions. Le plan était simple. Elle devait entrer dans la banque, expliquer la situation aux autres employés et leur demander de ne pas appeler la police. Elle est d'abord allée à la succursale principale où elle a pris tout l'argent, puis elle s'est rendue au point de retrait automobile qui n'était pas relié à la banque. I need you to help me now. No, are you crazy? They're watching me. Au total, elle récolte plus de 350 000 $. Il lui a ordonné de stationner près d'un lave-auto à perception automatique, puis de sortir de la voiture. Teresa et son fils débutent la terrible course de 13 km qui leur permettra de rentrer, de désamorcer la bombe et de sauver Bill Bailey. Elle était paniquée. Elle voulait rentrer au plus vite. Par bonheur, elle a croisé une connaissance en cours de route et cette femme les a aidés à rentrer chez eux. I need your car. Please, I have to get home. Derek, get in, honey. He's got this wire on me. He can hear everything I'm saying. Chaque seconde compte, car Teresa sait qu'à chaque instant, son mari pourrait pousser son dernier soupir. Persuadée qu'une bombe sanglée à son mari est sur le point d'exploser, Teresa Bailey est en proie à la panique. Elle était terrifiée. La vie de son mari était en danger. En arrivant à la maison, elle découvre qu'il s'est libéré lui-même. L'enquêteur Paul Lee, du service de police de Chattanooga, collabore avec le FBI dans le cadre de la nouvelle équipe spéciale pour la sécurité des rues. Il fallait traiter 4 lieux de crime bien distincts. D'abord, la succursale de la banque volée. Ensuite, le point de retrait automatique. Troisièmement, la maison des Bailey, où l'invasion domiciliaire avait eu lieu dans un autre État. Et enfin, l'endroit où ils avaient ordonné à Teresa d'abandonner son véhicule. 3 de ces endroits ne livrent aucun indice. L'équipe médico-légale du FBI n'a plus qu'une chance de trouver une piste, à la résidence des Bailey. Ils avaient laissé pas mal de matériel derrière eux. Mais on n'a pu relever aucune empreinte, aucun échantillon d'ADN. On avait le ruban entoilé et les liens utilisés pour immobiliser le mari, mais ça ne servait à rien. Les envahisseurs ont été très minutieux. Mais cette fois, étrangement, l'instigateur du crime n'a pas dissimulé son visage, ce qui prouve qu'il devient de plus en plus audacieux. On a demandé à Teresa Bailey de nous décrire cet homme. Madame Bailey nous a dit que le suspect n'était pas très grand et elle nous a dit aussi qu'il avait un accent qu'elle n'a pas réussi à identifier. La victime ajoute qu'il était bavard et qu'il mangeait sans cesse des bonbons à la menthe. Elle sentait son odeur écœurante tandis qu'il l'agressait sur son lit. Cet homme était tellement sadique qu'il a caché des bonbons partout dans la maison. Les Bailey en ont retrouvé des jours, même des semaines plus tard. Il voulait qu'ils se souviennent de son passage chez eux. Il s'était échappé avec un autre butin faramineux. Mais ce génie du mal avait commis sa première erreur avant même de franchir le seuil de la porte. Madame Bailey nous a également révélé que le suspect avait téléphoné plusieurs fois à sa résidence et qu'ils avaient discuté. Et on a découvert que ces appels venaient de Knoxville, au Tennessee. Après avoir retracé les appels jusqu'à une cabine téléphonique du sud de Knoxville, l'enquêteur Lee et des agents du bureau régional du FBI entrent en action. On a réquisitionné des agents en service, mais aussi certains agents retraités, qui avaient déjà résolu des affaires comme celle des Bailey. Il est devenu vraiment évident qu'au moins 3 de ces affaires étaient liées à un individu de petite taille ayant un accent du nord des États-Unis. Le braquage de Knoxville, celui de Chattanooga et un vol plus ancien commis à Birmingham, dans l'Alabama, ont tous été menés de la même façon. Lorsque l'agent Perigo et l'enquêteur Lee comparent leurs notes, les descriptions des 2 suspects éveillent leurs soupçons. Perigo m'a dit, ce serait quand même étonnant.
J'ai insisté. « Ralph, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu, « Je me suis occupé d'un enlèvement parental il y a quelques mois. Je n'ai jamais rencontré le type et la fille qui avaient enlevé l'enfant, mais j'ai parlé à des gens qui connaissaient ce type. » Et il a ajouté, « La façon dont ton suspect est décrit, sa façon de parler, tout ça me rappelle les témoignages des gens que j'ai interrogés à propos de cet enlèvement parental. Ils décrivaient mon suspect de la même façon. » Mais après le retour de l'enfant et le retrait des accusations, le ravisseur avait été relâché. Selon l'agent Perigo, l'homme s'appelait Brian Bigelow et il vivait dans la partie sud de Knoxville. En vérifiant les antécédents de Brian Bigelow, on a appris qu'en réalité, l'homme qui habitait cette maison s'appelait Douglas Daigle. Lorsque l'agent Perigo apprend que Brian Bigelow est un des pseudonymes de Douglas Daigle, il demande une copie du portrait robot de l'homme qui a terrorisé les Bailey. Ralph Perigo a comparé notre croquis à la photo de son suspect et ils se ressemblaient énormément. En approfondissant leur enquête, ils découvrent que Daigle a dépensé beaucoup d'argent récemment. Doug Daigle avait énormément dépensé depuis quelques mois. Il avait fait construire sa maison, il avait acheté des voitures, et j'en passe. On avait de bonnes raisons de croire qu'il était l'instigateur des braquages de banque. Tandis que l'enquête se concentre sur Daigle, l'équipe spéciale reçoit un appel téléphonique totalement inattendu. Il m'a dit, « Monsieur Perigo, je m'appelle Doug Daigle, mais vous me connaissez sous le nom de Brian Bigelow. Je veux vous parler. » Leur suspect veut savoir pourquoi le FBI enquête sur ses affaires financières. Stupéfiés de son audace, les deux hommes doivent réagir rapidement. Notre solution a été de lui dire que j'enquêtais sur une affaire de drogue et qu'il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Il fallait éviter qu'il se méfie à propos des vols de banque. La ruse est efficace. Perigo et Crum sont même invités au domicile du suspect. Il payait ses achats comptants. Il ne pouvait pas dire d'où venait son argent. Malgré tout, Daigle est fier de montrer sa maison bien meublée et surtout les temps à poissons de la cour. Je lui ai demandé s'il pêchait et il m'a répondu, « Ah oui, je pêche souvent. Où ça? Surtout en Floride. J'aime pêcher le brochet de mer. » Moi, j'ai dit, « Le brochet de mer? Jamais entendu parler. » Il m'a répondu, « Oh, monsieur Perigo, vous aimeriez la pêche au brochet de mer. Ce sont des poissons presque insaisissables. » À ce moment-là, Phil et moi, on a eu très envie de l'arrêter. Mais Daigle a trop bien planifié ses braquages de banque. Ils n'ont que des preuves circonstancielles contre lui. On savait qu'on tenait l'instigateur, mais on ne pouvait pas encore prouver sa culpabilité. Les enquêteurs décident de suivre la piste de l'argent. En examinant les dépenses de Daigle, on a appris qu'il avait payé la voiture neuve de son fils en liquide. Il avait acheté une caravane de chantier en payant comptant. Et par la suite, il a fait un voyage à Las Vegas, où il a tout payé en espèces. En dépit de toutes ces dépenses, Daigle n'a aucune source de revenus déclarée. On pouvait tracer une piste entre ces braquages de banque et une nouvelle série de dépenses. On pouvait pratiquement prédire le moment où il tomberait à sec et organiserait son prochain vol. Les menaces semblaient s'intensifier à chaque nouveau braquage. On voyait que sa tendance à la violence montait en flèche. Si on ne l'arrêtait pas, tôt ou tard, des gens allaient mourir. Même si le FBI le soupçonne d'avoir planifié 2 braquages de banque d'une rare audace, Douglas Roy Daigle sillonne les routes du Tennessee, libre comme l'air. Et si les agents spéciaux n'arrivent pas à prouver sa culpabilité, il pourra poursuivre ses agressions en redoublant de violence. Après la visite de Phil Crum et Ralph Perigo à sa résidence, il m'a téléphoné à mon bureau. Encore une fois, Daigle allait à la pêche aux informations. L'enquêteur Paul Lee accepte de rencontrer Daigle, mais il corrobore l'histoire du FBI qui prétend le considérer comme un trafiquant de drogue potentiel. Naturellement, Lee ne mentionne pas les braquages de banque. Tandis que Daigle transpire dans la salle d'interrogatoire, les agents se stationnent à plusieurs endroits du centre-ville afin de pouvoir le suivre quand il s'en ira.
En partant, il a roulé au centre-ville, visiblement pour dépister une filature. C'était évident. Il s'arrêtait, retournait en arrière, changeait de direction, mais nos agents étaient déjà en position. Après plusieurs faux départs et détours, Daigle retourne à Knoxville. C'est un fin renard, comme le prouvent ses plans d'extorsion très minutieux. Les braquages de banques de Knoxville et de Chattanooga étaient uniques. Il a fallu pas mal de planification et d'efforts pour les exécuter. Et Daigle était prêt à faire tout le travail nécessaire pour réussir ses casses. Il surveillait les résidences de ses cibles, parfois même des semaines, avant de passer à l'action. Les enquêteurs sont persuadés qu'il a espionné ses premières victimes à Knoxville. L'arrière de la résidence des Stevens donnait sur un bois. On a soigneusement fouillé ces bois, ce qui nous a prouvé que le suspect s'y était caché pour épier les Stevens. Il savait que si la directrice de banque ciblée aimait sa famille, elle accepterait de coopérer avec lui. Les agents croient que les folles dépenses de Daigle ont épuisé ses réserves. Mais ils ne savent pas qui sera sa prochaine victime, ni où il la trouvera. On savait tous que si on n'arrivait pas à compléter le dossier, il frapperait encore. Malheureusement, le procureur des États-Unis considérait qu'on n'avait pas suffisamment de preuves à ce moment. Par hasard, on était dans son bureau en train de le supplier de rédiger un mandat d'arrêt contre Daigle quand Perry Goh a reçu un appel. Une autre extorsion bancaire venait d'avoir lieu à Clarksville, dans le Tennessee. La nouvelle cible est une autre directrice de banque, Alice Gruber, qui rentre chez elle après un repas de Noël pour tomber tout éveillée dans un cauchemar. Quand elle est entrée dans la maison, on l'a empoignée. Elle ne comprenait rien à la situation. C'était trop surréel. Et on lui a chuchoté à l'oreille. « Tu te souviens des extorsions de Chattanooga et de Knoxville? C'est ce qui se passe ici. » Les parents et le fils d'Alice sont blottis sur le sofa, mais étrangement, ils ne sont pas ligotés. L'équipe de braquage est-elle devenue indisciplinée ou carrément arrogante? Les parents d'Alice n'avaient pas les yeux bandés. Ils étaient âgés et le chef de bande les a traités en vieillards. Ils savaient où ils étaient, mais il n'a pas restreint leurs mouvements. Sinon, les scénarios de Knoxville et de Chattanooga se répètent. L'instigateur du braquage ordonne à Alice de dévaliser sa banque pour sauver la vie de son mari. Toute la nuit, il l'a terrorisée psychologiquement. Il l'a même menacé d'agression sexuelle pour garantir son obéissance. Il a tout fait en son pouvoir pour qu'elle fasse exactement ce qu'il voulait le lendemain matin, au moment du braquage. So you're gonna do it, right? Why? I want them to die. No, please! Le lendemain matin, les ravisseurs emmènent Gruber à bord d'un véhicule utilitaire sport. Ils déclarent qu'une bombe est sanglée à sa poitrine et qu'elle explosera si le braquage échoue. Les parents et le fils d'Alice restent seuls dans la maison. Ils ont été menacés du pire s'ils sortaient ou s'ils communiquaient avec qui que ce soit. Elle était inquiète à l'idée de sortir l'argent de la banque. $1 million en billets, ça pèse lourd. Elle avait mis l'argent dans des sacs de sport et elle avait demandé l'aide d'une employée pour sortir les sacs de la banque et les entasser dans sa voiture. Elle portait un émetteur-récepteur afin que les suspects puissent lui indiquer où elle devait laisser l'argent. Elle a abandonné les sacs derrière la succursale bancaire, près de la place publique. Comme ils l'ont fait à Knoxville, les ravisseurs lui ordonnent de retourner à la banque et d'y attendre leur appel. Mais au bout d'1 heure d'attente, elle perd espoir. Craignant le pire, le président de la banque communique avec le FBI. Quand je suis arrivé au bureau du président, la victime était affalée sur une chaise, en larmes.
Je leur ai demandé combien d'argent avait été dérobé. Le président m'a répondu « J'ignore le chiffre exact, mais pas loin d'1 million de dollars ». Il a ajouté « Le vrai problème, c'est qu'ils devaient nous téléphoner il y a 1h30 pour nous dire où ils avaient laissé son mari. » Craignant la mort de son mari, Alice est au bord de la crise de nerfs. Tandis que Brett Murray rassemble ses agents pour partir à sa recherche, ils reçoivent enfin une bonne nouvelle. Le mari d'Alice a été retrouvé à l'arrière de son véhicule utilitaire sport. Il était ligoté et bâillonné, mais il se débattait depuis un bon moment en faisant le maximum de bruit. Des passants ont regardé à l'intérieur, ils l'ont vu et ils ont prévenu les policiers. Après avoir retrouvé les parents d'Alice et le fils du couple sain et sauf à la maison, les agents réunissent la famille traumatisée au poste de police. Daigle a encore réussi à s'échapper. Mais cette fois, ce criminel avisé a commis une grave erreur. Elle était certaine de pouvoir identifier l'individu qui était resté près d'elle toute la nuit. Et le père d'Alice en a peut-être tiré profit. Les criminels avaient fumé dans les toilettes. Le père m'a dit qu'il y était allé aussi. Il avait récupéré quelques mégots de cigarettes dans la cuvette et il les avait mis dans la corbeille à papier, sous plusieurs couches de papier hygiénique. Je n'étais pas certain qu'ils y seraient encore, mais je l'espérais. Je suis entré dans la pièce et sous le papier hygiénique, j'ai trouvé les mégots. En 1996, l'analyse de l'ADN en est à ses débuts. J'attendais impatiemment les résultats. Les analyses du laboratoire du FBI ont duré très longtemps. Un étalement des photos leur offre la meilleure chance d'obtenir un mandat d'arrêt contre Doug Daigle. J'ai présenté le choix de photos aux 4 témoins. Ils ont tous identifié Doug Daigle comme étant l'intrus qui était entré de force dans la maison. Avec l'identification positive des témoins oculaires, j'ai pu obtenir un mandat d'arrêt. Daigle comprend l'urgence de la situation et il prend la fuite, après avoir posé un dernier geste imprudent. Daigle m'a téléphoné pour me dire qu'il quittait la ville. Il a même ajouté « Sayonara ». À partir de ce moment-là, il était en cavale. On ne savait pas où il était, mais son cellulaire était déjà sur écoute. Le cerveau d'une opération criminelle est en fuite, et le FBI n'a aucun indice sur sa destination. Mais si ses agents ne le retrouvent pas, ils savent qu'il reprendra son petit jeu sadique à la prochaine occasion. Après l'avoir pourchassé pendant plus d'1 an, le FBI a enfin les preuves nécessaires pour arrêter Doug Daigle. Ses agents ne se doutent pas qu'il est l'instigateur de 3 sinistres invasions de domicile, doublées de braquages de banques dans l'État du Tennessee. Il ne leur reste plus qu'à le retrouver. Il a appris qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. À ce moment-là, il a quitté Knoxville et entrepris de traverser plusieurs États. Toujours audacieux, Daigle laisse des pistes en poursuivant sa route. Il payait souvent avec ses cartes de crédit, arrivait quelque part et repartait rapidement en utilisant un pseudonyme différent d'un endroit à l'autre. De plus en plus, il met le FBI au défi. Durant des mois, il téléphone aux agents pour les narguer. Un jour, il nous a dit « Vous avez un mandat d'arrêt contre moi ?» L'agent Crum lui a répondu qu'on avait ce mandat et qu'il devrait se livrer aux autorités. Il a répondu « Bon, je viendrai lundi matin ». Il n'avait aucune intention de se rendre. S'il continue son manège, les enquêteurs pourront retracer ses appels et déterminer sa position. Tandis que la chasse à l'homme s'éternise, un indicateur divulgue enfin les noms des complices du criminel. Carlton Smith, Albert Nichols et John Crisp. Le physique ou la stature de John Crisp correspondait au 2e homme décrit par les victimes. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas les preuves matérielles requises pour appréhender les 3 hommes. Au bout de plusieurs mois, un des appels de Daigle est repéré. Le signal de son cellulaire a été capté par une tour, non loin de la demeure de Knoxville qu'il partage avec sa femme. Je m'y suis rendu et je ne l'ai pas ménagé. Je l'ai menacé de l'arrêter pour avoir hébergé un fugitif. L'épouse de Daigle craque. Elle partage tout ce qu'elle sait, y compris la description de sa voiture de location et son itinéraire.
Elle nous a donné une bonne description de la voiture et j'ai pu diffuser un avis de recherche pour la retrouver. The FBI in Knoxville is asking law enforcement to be on the lookout for a suspect wanted in connection with a series of home invasions and bank robberies across the state of Tennessee. Il y avait beaucoup de terrain à couvrir, toute la zone située entre les villes de Nashville et de Knoxville. La patrouille routière du Tennessee a été avertie. Quelques minutes plus tard, 2 patrouilleurs ont levé les yeux et ils ont dit « Sapristi, c'est le véhicule recherché ». Ils l'ont fait ranger sur l'accotement. Et ils ont interrogé le conducteur. Il leur a donné un de ses pseudonymes. Ils nous ont appelés en disant « FBI, nous avons un suspect dont la description concorde. » Je leur ai dit « L'individu qu'on recherche s'est fait tatouer un champignon et un papillon sur l'avant-bras gauche. Le dessin est très voyant. Retroussez sa manche. S'il a ce tatouage, c'est notre homme. » Ils sont revenus quelques instants plus tard en disant « On le tient ». Les tortures psychologiques de Douglas Daigle sont choses du passé. Mais toujours audacieux, il espère conclure un accord en échange d'aveux complets. Il n'avait pas envie de purger une longue peine de prison pour ses crimes. Finalement, il a admis qu'il avait planifié l'extorsion de Clarksville. Il avait déjà mené les braquages de Chattanooga et de Knoxville, et il avait décidé d'exécuter un dernier braquage. Il voulait voler $1 million et prendre sa retraite. Il a fini par me donner les noms des autres individus impliqués dans ces combines. Il m'a dit que son premier complice était Carlton Victor Smith et le second, Albert Nichols. Daigle identifie aussi un troisième complice, John Crisp. Convaincu qu'aucun accord ne lui sera proposé, Daigle cesse de coopérer et montre sa vraie nature derrière les barreaux. Douglas Daigle n'était pas un type qu'on pouvait enfermer. Il n'a pas pu le supporter. Il décide de s'évader pour de bon. Son suicide était très élaboré. Il avait arraché le fil de fer d'un cahier à spirale. Il l'avait étiré, passé à travers le lit des 2 côtés et attaché à une cuve. Puis il avait pris un sac poubelle en plastique, l'avait rempli d'eau et percé avec un stylo creux pour que l'eau s'écoule lentement dans la cuve en plastique en tirant sur le fil de fer, ce qui a fini par l'étrangler. Après avoir conçu un plan d'extorsion diabolique, Douglas Daigle a planifié un mode d'exécution atroce. Il s'est couché en sachant que cette petite cuve allait se remplir d'eau en resserrant le fil de fer autour de son cou. Il n'a pas bougé jusqu'à ce qu'il lui coupe la respiration. Après la mort de Daigle, les agents tentent de monter un dossier contre ses complices. Pour y arriver, ils auront besoin de preuves plus solides que la dénonciation d'un mort. Ils commencent par faire analyser l'ADN prélevé sur les mégots récupérés à Clarksville. Ils ont établi une corrélation entre l'ADN des mégots et celui de Carlton Victor Smith. Afin d'obtenir les preuves nécessaires pour arrêter Albert Nichols et John Crisp, les hommes de main de Knoxville et de Chattanooga, les agents du FBI refont pression sur l'épouse de Daigle. Elle nous a donné les dates, les endroits où les crimes avaient eu lieu et ceux où on pourrait trouver des preuves. Elle nous a parlé d'Albert Nichols, de John Crisp, de Carlton Victor Smith et du rôle qu'ils avaient joué dans ces extorsions. Le FBI arrête les 3 complices de Daigle sous une longue série de chefs d'accusation. Braquage de banque, complot, décharge d'une arme à feu dans l'exercice d'un crime. Un jury les condamne sans délai et les 3 hommes écopent de sentences allant de 15 à 52 ans de prison. En combinant ces 3 braquages, la banque avait récolté $1,5 million de dollars. L'argent n'a jamais été récupéré.
Par leurs actes, Daigle et ses complices ont sans doute causé des dommages irréversibles à la psyché de leurs victimes. Elles ne s'en remettront jamais. Un agent du FBI ne doit jamais oublier sa raison d'être. Il exerce ce métier pour défendre les victimes. J'ai mené bien des enquêtes durant mes 25 années de service au FBI. Mais je dois dire que ce dossier a été un des dossiers les plus complexes et les plus frustrants de toute ma carrière. Il est en tête de liste.